L'attaque russe sur le Donbass est-elle la fin de l'armée ukrainienne? Quelle stratégie la Russie prépare-t-elle en silence qui inquiète tant l'Occident? Bienvenue à tous dans notre bulletin d'information du 24 août. Aujourd'hui, nous continuerons à suivre l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur l'effondrement total de l'armée ukrainienne dans la région du Donbass. Précisément, l'échec de l'Ukraine dans cette région est principalement dû à l'offensive ukrainienne lancée dans la région de Koursk. La situation autour d'Avdiivka en est la preuve. Voici la carte mise à jour des forces armées de Kiev au cours des dernières 48 heures. Après que les troupes russes ont libéré les trois zones de Jouravka, Orlivka et Mykolaïvka, elles ont avancé directement vers le centre de la localité de Novorodivka. En direction de Jouravka, elles ont également progressé vers le centre des deux localités de Krasny Yar et Krutny Yar. En direction de Mykolaïvka, les troupes russes ont libéré 4 nouvelles localités, Novojelane, Zavitne, Komishivka et Ptish. Cela a été confirmé par une vidéo publiée par la Russie montrant le drapeau de la libération flottant dans la région de Ptish. Cela signifie que les localités situées derrière, comme Novojelane, Zavitne et Komishivka, ont certainement été libérées. Comme je l'ai mentionné dans de nombreuses vidéos précédentes, cette offensive russe continuera de libérer tous les territoires situés de l'autre côté de la rivière Vovcha, s'étendant de la zone de Novoselivka-Percha à Yasnobrodivka. Ensuite, ils traverseront la rivière pour rejoindre les troupes qui ont pris la région de Ptish. La carte mise à jour de l'Ukraine confirme ce que j'ai dit. En direction de Yasnobrodivka, un contingent russe a déjà commencé à traverser la rivière et à entrer dans la région de Karlivka. Au nord de Kalinov également, ils ont rejoint les troupes à Ptish. L'objectif final est certainement les localités de Marinivka, Mikhailivka, Memrik et Kalinov, qui sont des points stratégiques reliant les routes d'approvisionnement vitales menant à Pokrovsk. La question n'est plus de savoir si la Russie prendra Pokrovsk, mais quand elle le fera. La situation en direction de New York et Toretsk est encore plus tendue. La Russie a libéré la région de New York et contrôle presque toute la localité de Nelipivka, bien que la carte des forces armées de Kiev ne montre que le centre de New York comme une zone grise, c'est-à-dire une zone de combat. Toute la zone rouge entourant New York signifie que la Russie l'a certainement libérée. En direction de Toretsk, la Russie a commencé à avancer dans la ville après avoir libéré toutes les localités environnantes. Je suis convaincu que Toretsk tombera inévitablement après la stabilisation des positions russes dans les localités de New York et de Nelipivka. Ils uniront leurs forces pour libérer Toretsk. Après la libération de New York et de Toretsk, quelle sera la prochaine étape de l'offensive russe dans cette région? À mon avis, ils auront tendance à avancer vers la gauche car il y a là une route vitale reliant Pokrovsk à Kostiantynivka pour soutenir la zone au-dessus et la région de Chassov Yar. Cette stratégie russe a provoqué l'effondrement de toute la ligne de front des forces armées de Kiev dans le Donbass, en partie à cause du manque de personnel, de matériel et de munitions, car toutes les forces d'élite ont été transférées dans la région de Koursk. La situation à Koursk est actuellement très préoccupante pour les forces armées de Kiev et l'OTAN. Le Wall Street Journal américain a rapporté que la région de Koursk n'est pas une priorité pour la Russie en ce moment, le principal objectif étant le Donbass. Selon le journal, bien que l'Ukraine ait obtenu des succès dans la région de Koursk, les récentes actions de la Russie montrent que l'objectif principal de Moscou est de tirer parti de ces actions pour avancer directement vers le Donbass. Le Kremlin ne s'inquiète pas de la situation dans la région de Koursk, car du point de vue stratégique, le contrôle total du Donbass, qui affaiblit l'Ukraine, est plus important. L'armée russe n'a pas hâte de lancer une offensive en direction de Koursk, ce qui pourrait nécessiter une tactique sévère, avec l'utilisation d'armes lourdes, comme ce fut le cas lors des attaques contre Avdiivka et Bakhmout. Moscou s'est maintenant habitué à l'idée d'une guerre d'usure. Selon le journal américain, cela est tout à fait logique. Si l'on regarde la carte mise à jour de l'Ukraine sur la situation dans la région de Koursk au cours des dernières 48 heures, on peut voir que la Russie n'a rien à craindre. Les forces armées de Kiev ne peuvent pas avancer plus loin, au moins en direction de la centrale nucléaire de Kurchatov, et elles ne peuvent pas non plus s'étendre vers la droite, car les forces armées russes y sont solidement retranchées.
tranchées. La seule option pour les forces armées de Kiev et l'OTAN est de s'étendre vers la gauche. Cela a été confirmé lorsque les forces armées de Kiev ont détruit 3 ponts vitaux reliant Zvanoé à Glushkovo. Cette action a empêché la Russie de ravitailler les zones de conflit à Glushkovo et Tetkino. Cela a également empêché les civils de cette région de se retirer en Russie. Avec cette action, les forces armées de Kiev peuvent encercler ces territoires et capturer un grand nombre d'otages, y compris des soldats et des civils, pour les échanger avec la Russie. Bien sûr, dans la région de Glushkovo et Tetkino, il reste des forces russes qui s'y sont retranchées, mais les lignes d'approvisionnement sont extrêmement difficiles à maintenir. La Russie doit maintenant utiliser des ponts flottants sur des véhicules spécialisés. Cependant, les forces armées de Kiev ne restent pas inactives. Elles utilisent constamment des drones kamikazes pour détruire ces équipements spécialisés russes. En regardant la carte de la région de Tetkino, on peut voir que, après avoir détruit les 3 ponts vitaux de cette région, l'Ukraine continue de déployer des troupes depuis sa frontière pour attaquer la localité de Tetkino. La zone grise, c'est-à-dire la zone de combat, est déjà à la frontière des 2 régions de Tetkino et Popovo-Lejachi. Si la Russie ne parvient pas à résoudre le problème de ravitaillement dans cette région, il sera très difficile pour elle d'arrêter l'avancée des forces armées ukrainiennes et de l'OTAN. Cependant, en regardant l'ensemble de la situation, même si l'Ukraine et l'OTAN parviennent à prendre les 2 localités de Tetkino et Glushkovo, la question est de savoir combien de temps elles pourront les conserver. Elles sont coincées là, ne pouvant ni avancer ni reculer, tandis que la Russie accomplit sa mission dans le Donbass. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi la Russie est si indulgente alors qu'elle dispose d'une armée puissante et d'armes modernes. Pourquoi ne largue-t-elle pas des bombes à tapis? Pourquoi laisse-t-elle Kiev prendre des territoires ainsi? Le problème est que les forces armées de Kiev et de l'OTAN n'ont envoyé initialement que 5 000, puis 10 000 soldats. Elles évaluent la situation pour envoyer plus de troupes. Dans un discours prononcé il y a quelques jours, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu'au moins 120 000 soldats des forces armées de Kiev sont stationnés à la frontière avec la Biélorussie et la Russie. La Biélorussie a également déployé un tiers de ses forces pour défendre la frontière. Posez-vous la question, parmi ces 120 000 soldats, combien sont ukrainiens et combien sont de l'OTAN? Et où seront-ils déployés? Il n'est pas difficile de voir cela. Ils pourraient être déployés dans la région de Soumy, puis avancer vers le territoire russe en direction de Koursk. Le problème est qu'ils ne l'ont pas encore fait et n'osent pas le faire. Si l'Ukraine lance une offensive massive, la Russie se fâchera et utilisera ses armes stratégiques et 120 000 soldats pourraient être anéantis en un clin d'œil. C'est pourquoi la stratégie de l'Ukraine et de l'OTAN dans la région de Koursk est de déployer des troupes en petits groupes en fonction de la situation stratégique. Elles n'oseront certainement pas lancer une offensive à grande échelle dans cette région, car cela pourrait conduire à une guerre totale, voire à une guerre nucléaire. Les médias d'État ukrainiens confirment également cela. Le Kyiv Independent explique que l'attaque contre Koursk vise à préparer une base pour des négociations possibles avec la Russie cet automne. Cette publication, citant une source proche du président Zelensky, affirme que l'Ukraine cherche à entamer des négociations avec la Russie sur l'échange de prisonniers tous contre tous, ainsi que sur des questions de sécurité alimentaire et de sécurité nucléaire. Cependant, le journal ne mentionne pas d'échange de territoire, ce qui signifie que Kiev comprend que même si elle parvenait à libérer les zones autour de Koursk, elle ne pourrait pas forcer la Russie à négocier. Ainsi, cette opération de Koursk vise clairement à capturer le plus de prisonniers possible et à prendre quelques positions stratégiques avant les négociations, non pas pour échanger des territoires, mais pour discuter de l'échange de prisonniers et d'autres questions liées aux zones tampons et à l'économie. En réalité, les objectifs de Kiev et de l'OTAN vont au-delà de Koursk, mais ils n'ont pas réussi à les atteindre dans cette opération. Ils voulaient progresser aussi rapidement que possible pour prendre la centrale nucléaire de Kurchatov, puis l'utiliser pour forcer la Russie à négocier. Cela aurait donné à l'Ukraine un avantage considérable. Cependant, les Russes ont été très vigilants et ont immédiatement creusé des tranchées et mis en place des systèmes de défense fortifiés autour de la centrale nucléaire. Finalement, l'Ukraine et l'OTAN ont dû changer de tactique. Incapables de capturer la centrale, elles ont dû avancer latéralement et elles ont avancé vers la gauche, là où les forces russes étaient les moins nombreuses. L'Ukraine a détruit 3 ponts et capturé de nombreux prisonniers, y compris des civils et des soldats. Cette stratégie pourrait faciliter le déploiement des troupes ukrainiennes depuis la frontière.
Cependant, je dois souligner que les zones de Glushkovo et Tetkino ne sont toujours pas sécurisées, ce qui signifie qu'à ce jour, l'Ukraine n'a pas pu contrôler ces zones car elles sont toujours défendues par des troupes russes. Si l'Ukraine ne peut pas contrôler cette zone et que la Russie établit ses positions défensives à Glushkovo, alors l'arc de Koursk sera parfaitement mis en place. En ce qui concerne la situation réelle autour des zones de Soudja, la stratégie actuelle de la Russie n'est pas encore une attaque décisive, mais elle utilise l'artillerie, les drones, les missiles et les bombardements FAB. Les pertes de l'Ukraine et de l'OTAN sont très lourdes, comme en témoignent de nombreuses vidéos. Un soldat ukrainien capturé par les forces armées russes a déclaré que tous les équipements de sa brigade avaient été détruits. Les combats se poursuivent violemment le long de la frontière de Koursk. L'Ukraine continue d'envoyer ses troupes de réserve dans la bataille, mais certaines unités ont été complètement anéanties. Ce soldat a également expliqué que l'attaque contre Koursk visait à démontrer la force des forces armées ukrainiennes, mais elle a en fait révélé l'incompétence de la structure de commandement. Je pense qu'il s'agit d'une tentative de sacrifier tout le monde. Dès le début, il était clair que tout cela n'était pas réaliste, car il ne s'agit pas d'un pays quelconque, mais d'une grande puissance militaire comme la Russie. Je crois que les commandants voulaient prouver au monde que l'Ukraine est encore forte, que l'Ukraine est résiliente, mais ils gâchent des armes et des vies humaines juste pour le prouver. C'est tout simplement absurde. Nous avons tous été vaincus, tout notre équipement a été détruit. Pendant ce temps, alors que la situation militaire est tendue, le président Poutine a effectué un voyage en Tchétchénie. De nombreux analystes estiment que la visite de Poutine en Tchétchénie est d'une importance capitale. On attend avec impatience la réaction du Kremlin face à l'invasion de Koursk, mais nous savons tous que le président Poutine n'est pas un homme qui réagit impulsivement. Certains analystes pensent que cette stratégie occidentale vise à forcer la Russie à intensifier considérablement le conflit en Ukraine. Cependant, Poutine n'a jamais accepté de jouer le rôle d'un pion pour Washington ou Londres, mais il est clair que la visite du président Poutine en Tchétchénie et ses réunions avec les soldats en cours d'entraînement pour le front semblent indiquer que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Contrairement au président Poutine, le président Zelensky a soudainement fait un voyage à Soumy, très proche de la frontière avec la région de Soudja à Koursk. La situation dans le Donbass s'effondre, mais il n'est pas allé là-bas, il est allé à Soumy pour rencontrer le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrsky. Selon Zelensky, pour observer la situation autour de l'opération de Koursk, est-ce un mauvais présage? Parce qu'auparavant, lorsque Zelensky est allé à Bakhmout, Bakhmout est tombé. Lorsqu'il est allé à Avdivka, Avdivka s'est effondré. Lorsqu'il est allé à Kharkiv, il a perdu Liptsi et Vovchansk. Que perdra l'Ukraine maintenant que Zelensky est allé à Soumy? Parce que cette zone, la Russie devra certainement la nettoyer car elle est liée à leur honneur et à leur territoire. La Russie ne permettra jamais que la région de Soudza tombe sous le contrôle de l'Ukraine. La situation militaire devient de plus en plus complexe et les prochaines étapes de la Russie et de l'Ukraine sont difficiles à prévoir. Que pensez-vous de la stratégie que la Russie continuera à suivre? Et l'Ukraine a-t-elle une chance de renverser la situation? Laissez vos commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine dans nos vidéos.